bienvenue dans le 56cast 24e du nom. Et cette semaine dans le potager du web direct, on y va. Dans le potager du web, mais oui, dans le potager du web, on va reparler de Game of Thrones. C'est un peu l'actualité en ce moment, et là on va s'intéresser, enfin, tu t'es beaucoup intéressé d'ailleurs, aux cartes dans Game of Thrones, la géographie des 7 royaumes et plus si affinités. Si on a le temps, on parlera de Facebook Newswire, où quand Facebook fait de l'actualité automatique à partir des statuts de ses abonnés. Et enfin, et surtout, nous allons parler de l'enseignement du code pour les plus jeunes, pour les enfants, les ados, les jeunes ados et tout ça, avec notre invitée Sylvie Tissot. Bonjour Sylvie. Bonjour. Donc vous êtes engagée dans cet enseignement du code à Tralalaire et notamment et aussi via votre société Anabol. Et puis vous avez participé par ailleurs tous les coding goûtés. Enfin voilà. Et on en parlera de tout ça. Et puis pour commencer, je vais y arriver. Hein, non, de quoi on va pas parler? On va pas parler de Pritel qui rachète 0 forfait. Alors c'était tous les deux des MVNO, des Mobile Virtual Network Opérateurs, des gens qui squattent le réseau téléphonique de SFR, Orange et Bouygues et qui font leur propre forfait au niveau commercial. Et tous les deux, ils se marient pour faire face aux grands opérateurs et survivre un petit peu. Voilà. On espère pour eux. Axel Lemaire, vous vous rappelez de Fleur Pellerin? Axel Lemaire, c'est la nouvelle. Secrétaire d'État au numérique, elle envisage de créer un forfait pour un visa, pas un forfait, un visa pour attirer les développeurs étrangers, notamment les Chinois, les Russes et les Indiens. Ça tombe bien, on va parler de développeurs de code. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de faire appel aux Russes et aux Indiens si on enseigne un peu plus. Voilà. Apple, Google, Intel et Adobe paieront 324 millions de dollars pour entente sur les recrutements, parce qu'ils s'étaient mis d'accord pour ne pas débaucher les salariés des autres. C'est interdit. Mais ça concernait quand même 64 000 salariés aux États-Unis. Oui, voilà, c'était pour éviter justement que les salariés demandent trop cher. Mais parce que pour quelqu'un qui partait d'Apple pour aller chez Google par exemple. Le PDG du site VKontakte, sorte de Facebook russe, a démissionné. Enfin bon, plutôt il a été démissionné, c'est ce qu'il a expliqué après coup. Il a été poussé par la sortie, a-t-il dit, par des proches de Vladimir Poutine qui auraient repris les rênes du site. Ils se sont mis à sa place. Voilà. Très propre. Vous connaissez chambrallouer.com? Eh bien moi non plus. C'est une plateforme d'intermédiation entre locataires et propriétaires de logements chez l'habitant. C'est une sorte de Airbnb français en fait, voilà. C'est ça. Ils ont levé 1 million d'euros. C'est une qui sont à donf. Microsoft. C'est pas, hein. Ouais, on verra. Enfin, pour eux, non, hein, c'est vrai. Microsoft a officialisé la construction d'un nouveau data center à Des Moines, dans l'Iowa, aux États-Unis, pour 1,1 milliard de dollars. Ce n'est pas du tout une non-news. Ah oui, non, mais on vous dit que c'est des non-news. Hein. On ne va pas en parler. Google veut rendre plus simple l'utilisation de PGP, c'est Pretty Good Privacy, ça sert à chiffrer les emails. Donc ils veulent rendre plus simple ça dans Gmail parce qu'ils disent que c'est vachement important qu'on puisse chiffrer les emails à cette époque, la NSA et tout ça, vous comprenez. Ce qui est rigolo, c'est que c'est Google qui dit ça. Google, il continue d'analyser les mails avant même de les chiffrer pour pouvoir afficher des petites pubs ciblées autour, donc il n'y a pas de problème. Non mais c'est Google, on a confiance. Bah oui. Bah oui. Ils sont cool. Ils sont cool, Google. Et enfin, la traditionnelle non-news à laquelle on ne comprend rien, mais ça nous fait rire. Sopra s'offre l'activité HR Access, service d'IBM France. Je comprends vraiment rien, enfin, je sais pas. Bref, mais de quoi on va parler? De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de code pour les enfants, avec Sylvie Tissot, qui travaille à Tralalaire, donc qui s'intéresse particulièrement à ça avec le programme Code des codes, et via aussi votre société Anabol. Donc là, vous faites des workshops, mais chez les plus vieux en fait, chez les jeunes adultes. Mais donc c'est un sujet qui vous passionne depuis longtemps. Pourquoi ça vous intéresse d'ailleurs, enseigner le code aux enfants? Ce qui me semble important, c'est que les enfants comprennent un peu les objets numériques qu'ils manipulent, comprennent l'univers dans lequel ils évoluent au quotidien,
Et cet univers est empreint quand même de beaucoup de numérique. Et au départ, je m'intéressais pas particulièrement à l'enseignement du code pour les enfants. J'ai commencé avec les jeunes adultes qui n'étaient pas forcément scientifiques, parce que souvent il y a un axe scientifique à l'apprentissage du code. Et donc je me suis aperçue que en fait ça pouvait être très simple entre guillemets de transmettre plutôt que d'enseigner, de transmettre des compétences de programmation à des gens. Et ensuite, j'ai enseigné ça à mes enfants. Et je me suis aperçue que ça pouvait aussi fonctionner. Et il y a 3 ans, j'ai entendu parler des coding goûtés de Raphaël Pierquin, Jonathan de Perret et Julien Dora. On a reçu ici voilà. il y a quelques temps, Julien. Et du coup, ça m'a donné envie d'organiser un coding goûter pour voir un peu ce qui allait se passer au départ. Et je l'ai fait d'abord au sein de l'ENSI Les Ateliers, c'est une école de designers dans laquelle j'organise des workshops. Et ensuite, je l'ai proposé à Tralalaire, qui est en fait un producteur de programmes éducatifs numériques. Et à Tralalaire, régulièrement, on accueille des coding goûtés. D'accord. Donc on en avait déjà parlé avec Julien rapidement, mais pour rappel, donc ça se passe comment un coding goûter? Alors un coding goûter, c'est un après-midi très sympathique où les enfants mangent un goûter et ils apprennent à programmer avec leurs parents et entre eux également. Donc il n'y a pas d'animation particulière. Chacun essaie de se familiariser avec un outil, de le découvrir. Et c'est un après-midi assez ritualisé. Au début, il y a l'accueil des enfants. Ensuite, on présente très très vite quelques outils dont ils peuvent s'emparer. Et ils codent. Des restitutions dans l'après-midi sous forme ils appellent ça des spectacles. Et ensuite, à la fin, on fait un petit bilan. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Et c'est complètement... ce n'est pas du tout structuré. C'est-à-dire que les enfants peuvent commencer une activité, puis après la laisser tomber, en reprendre une autre, voir ce que fait le copain. Donc voilà. Et donc, mais d'une manière plus générale, en dehors des coding goûtés, ou enfin d'une manière plus générale, enseigner le code aux enfants, c'est cette forme-là qui est importante. On les laisse apprendre, on les laisse apprendre seuls, communiquer entre eux. Finalement, alors l'adulte. Il y a plusieurs formules justement. Donc hier il y a eu un meet-up de beaucoup d'acteurs qui essaient de réfléchir sur cet apprentissage du code pour les enfants. Donc par exemple à Tralalaire, il y a un programme qui s'appelle Code des codes, qui en fait est constitué de plusieurs petits modules pour appréhender certains aspects de la programmation, ou comment ça se rattache à des objets connectés, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière. Donc c'est à la fois de l'apprentissage du code, avec derrière l'idée de pouvoir décoder les choses, et puis une part de culture générale autour du code. Et là, il y a un partenariat justement avec l'INRIA, le CNAM, là-dessus. Il y a d'autres ateliers, comme par exemple Magic Makers, où là, ce sont des ateliers avec un fil pédagogique. Donc, c'est tous les après-midi, il y a un petit programme. Et la personne qui anime ça s'appelle Claude Thérosier, elle a créé son activité autour de ça. Et contrairement au coding goûter, là, il y a vraiment la volonté non pas d'enseigner, mais d'avoir une progression suivie sur plusieurs séances. Ouais, d'accord. Mais ce qui est commun dans les différentes initiatives, c'est le fait que les enfants n'apprennent pas tout seuls. Ils apprennent avec un autre, ils s'entraident, ils apprennent avec un adulte. L'adulte apprend aussi, parce qu'il y a un échange comme ça de découvertes et une émulation entre eux pour pouvoir et créer un plaisir de créer en fait. D'accord. Mais
Moi, j'ai une question, c'est aujourd'hui, sur quoi, à partir de quels outils on enseigne? Moi, je me rappelle, hein, à l'époque, c'était le grand programme informatique pour tous, pour les collèges, avec des MO5 et des TO7. Et à l'époque, on faisait bouger une tortue. C'était ça le grand truc. En logo, on faisait bouger des tortues. Ouais. Bon, c'était un peu limité quand même. Aujourd'hui, on enseigne à partir de quels outils pour les enfants? Il y a un outil qui, pour l'instant, rencontre beaucoup de succès, c'est Scratch. Ça a été élaboré par le MIT et c'est un outil pour les enfants pour leur permettre, à partir de blocs, de les combiner ensemble, un peu comme des pièces de puzzle, mais qui derrière ont un fondement informatique, des boucles, des conditions, des variables, des choses comme ça. Mais c'est un langage graphique. Il y a d'autres initiatives comme par exemple Tangara, où là il faut taper du code, mais de manière très simple. Et du coup là c'est du script, il faut apprendre à écrire le code. Dans le code des codes, on va essayer de créer des outils qui permettent d'aborder juste une notion et puis de se faire un petit outil en ligne. Genre les boucles. Oui, voilà. Et de raccorder ça aussi à des objets tangibles, parce que ce qui est apparu aussi, c'est que quand les enfants manipulent quelque chose, un objet, et que le fait de savoir si le code s'exécute bien ou pas n'est pas seulement sur l'écran, par exemple de manipuler des robots, là du coup ça donne une autre dimension au code, et les enfants aussi appréhendent bien, ils voient mieux. Et oui, voilà. Donc il y a quelqu'un comme Benoît Frély, par exemple, qui anime des ateliers autour de robots. On peut utiliser des NAO aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs approches. Il y a des approches de langage graphique, des approches de langage par script mais très simples, et puis des approches avec des objets connectés. D'accord. Et est-ce qu'il y a une différence de réception, parce que vous en avez organisé quand même quelques-uns, est-ce qu'il y a différents types de publics quand même, parce que les jeunes, d'une manière générale, il y a les très petits, les ados. Alors les petits sont très, ils ont beaucoup d'appétence pour ça. Ça marche très très bien, les coding goûter, ça dure quand même 3h30, contrairement à des séances d'ateliers qui, elles, sont plutôt d'1h30. Et comme ils sont avec leurs parents, il y a un échange qui est assez intéressant, et on utilise Scratch. Pour les plus grands, et puis les petits font beaucoup d'histoires, de narration programmée. Oui. Les plus grands... C'est-à-dire qu'en fait, ils vont exécuter un programme qui va raconter une histoire toute seule, en fait. Qui va raconter une histoire toute seule, avec peut-être des petites collisions, des choses comme ça, qui, elles, sont programmées, mais l'interactivité n'est pas la clé d'entrée de leur programme. Les plus grands, eux, auront plus envie de travailler soit sur du jeu interactif, soit sur des formes graphiques qui vont évoluer dans l'espace et qui vont manipuler aussi. Et du coup, on utilise d'autres... on peut toujours utiliser Scratch, mais moi, j'ai expérimenté pas mal Processing, un logiciel... Oui. Et qui fonctionne pas mal, voilà. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que pour les grands au collège, il y a autant quand on est petit, on vient avec ses parents, autant quand on est plus grand, il y a une forme de résistance à accompagner les parents, ou aussi le fait que, par exemple, le témoignage de ceux qui font des ateliers dans les collèges, ils s'aperçoivent qu'il faut vraiment une pédagogie adaptée, parce que sinon ils n'arrivent pas à tenir les enfants, et donc ça passe beaucoup par du pair à pair. Le copain va aider l'autre, on essaie de faire en sorte que l'animateur soit un facilitateur, comme le dit Claude Thérosier, plutôt que quelqu'un qui va imposer une démarche. Donc le point de départ, c'est quand même l'envie qu'on va essayer de susciter chez les jeunes ou chez les enfants, pour pouvoir y arriver. D'accord. On va faire une petite interruption de séance, parce que c'est le rituel. Je suis désolé, quand on n'est pas prêt, quand c'est la première fois qu'on vient, ça peut surprendre, mais il y a un rituel qui s'appelle la virgule what the fuck. On regarde. Toujours des grands moments de n'importe quoi.
Quand tu penses à cet insecte qui pense qu'il est debout et qui marche, mais non, en fait... Tu crois? Bah oui. Mais non, mais il s'entraîne pour le cirque. Pour moi, c'est clair et net, c'est un artiste. D'accord. Sinon, il n'y aurait pas la musique. Ok. Bah oui, exactement. Ah, oui. Sinon, il aurait pas mis de musique. Ok. Franchement, t'es bête, t'es folle. Non, mais je suis trop terre à terre. C'était une vidéo de Zane the Pain, en tout cas. Voilà. Merci. C'est la... J'ai... justement, on parle des enfants, des collégiens, des ados. Et est-ce que, juste parce que je connais la réponse, mais on a vu d'ailleurs très récemment, Tariq Krim a rendu un rapport sur les développeurs emblématiques français. Tu avais remarqué, on en parlait avant l'émission, il y a seulement 2 femmes sur une centaine de développeurs. Alors... ça veut dire quoi, que vu que tu les vois plus jeunes, c'est que les hommes qui arrivent Dans les plus jeunes, c'est garçons et filles. Il n'y a pas de différence. En fait, il y a un problème de culture de la société des images stéréotypées très très fortes de la fille qui peut être bonne élève à un moment donné, puis après elle va s'engager dans autre chose que de faire de la programmation, sachant que justement, ce qui est important, c'est que dans tout ce qu'on fait, notamment là à Tralalaire sur l'enseignement du code pour les enfants, ce n'est pas à des fins d'en faire sa profession. C'est de comprendre ce dont il est question dans les objets numériques. Et de fait, il n'y a aucune raison objective pour qu'il y ait moins de femmes que d'hommes qui fassent cette... et même après, il n'y a aucune raison objective qui est... Oui, même que ce soit professionnalisant ou pas, et moi je le vois parce qu'on est il y a 25% de femmes dans l'informatique, alors qu'il n'y a aucune raison, de toute manière, il n'y a aucune raison autre que des stéréotypes qui sont très très difficiles à combattre. Ouais. Justement, vous l'avez évoqué tout de suite, pourquoi c'est important, mais on va essayer de développer un petit peu, pourquoi c'est important d'enseigner le code aux enfants et aux plus jeunes et aux ados, et pourquoi c'est... En fait, il faut développer une aptitude à la lecture de sa société. Et le fait d'apprendre... Enfin, c'est quand même... ils ont des usages liés à l'informatique, aux ordinateurs, aux mobiles, aux jeux vidéo, à toute console. Et le fait de ne pas savoir ouvrir simplement le capot pour regarder ce qu'il y a dedans, c'est un peu ce que tu disais auparavant, c'est qu'il y a une espèce de côté magique soit on refuse de regarder, soit de toute manière on prend pas le risque. Et de fait, il peut y avoir aussi des décalages de perception d'une part. Il peut y avoir des enjeux de pouvoir sur ceux qui savent par rapport à ceux qui ne savent pas. Et donc et puis c'est une forme de vision de la société qu'il faut que les connaissances soient partagées. Il ne faut pas qu'il y ait que quelques-uns qui sachent une chose et qui il faut diffuser ce savoir-là. Il existe. Il y a certaines résistances assez incompréhensibles pour le fait de dire par exemple, ce qu'on entend très très souvent, c'est si les enfants ne savent pas lire déjà, pourquoi leur apprendre à faire du code? Or, en fait, ce sont des compétences différentes. Il suffit juste de ne pas hiérarchiser ces compétences-là. Si les enfants ne savent pas lire, il faut combattre absolument ça et faire en sorte qu'ils ne soient pas analphabètes. Eh bien, par ailleurs, il ne faut pas les empêcher d'apprendre à faire de la musique, d'apprendre à programmer. Voilà, le code dépend pas de la lecture. Oui, voilà. Logique, hein. Et donc, c'est essayer de placer, de hiérarchiser toujours les différentes compétences qui sont mises en jeu et en plus, le fait de programmer permet aussi d'aborder d'autres questions. Par exemple, sur les objets, on s'aperçoit, si on manipule des robots, il y a des questions de physique, tout simplement, qui se révèlent. Si on travaille à partir d'une programmation d'un chat, etc., on
peut faire de la poésie à partir de là, de l'écriture. Enfin, on peut faire référence à l'Oulipo. Il y a plein d'axes possibles à partir de la programmation. Donc moi, je n'y vois que du bien. Et comment expliquer justement alors parce qu'il y a 2 ans, je crois, en fait pendant pas mal de temps, l'informatique a été complètement rayée de l'enseignement traditionnel. Ouais. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai quand même fait 3 ans d'informatique entre la seconde et la terminale. Après, ça a disparu, alors que l'informatique a finalement gagné en importance et c'était plus du tout enseigné. Et là, elle a fait un retour quand même relativement timide, parce que c'est sous la forme d'une option disponible seulement en terminale S, ce qui veut dire beaucoup aussi, terminale S informatique, et en plus c'est 1 heure par semaine, et où l'algorithmique et le code ne sont qu'une partie de l'enseignement, et il y a beaucoup de choses sur la culture numérique et tout ça. Ça veut dire que quand même le code, il y a quelque chose de politique finalement, alors qu'on l'a vu en début d'émission, Axel Lemaire, elle vient de créer un visa pour attirer les développeurs étrangers, donc enfin, c'est complètement incompréhensible. On ne pourrait pas commencer par mettre l'option dans toutes les filières. C'est ça. Oui, exactement. Donc ça, c'était une des premières. Alors, il faut quand même reconnaître que tous ceux qui sont battus justement pour récupérer cette option en terminale, notamment les gens de l'INRIA, c'était eux-mêmes reconnaissaient que c'était une toute petite avancée. Effectivement, la première des réactions moi, que j'avais eues, c'est de dire mais pourquoi que terminal S, puisque moi j'enseigne la programmation à des gens qui sont plutôt profil art, design, graphiste, et qui se débrouillent très très bien. Et c'est un peu comme la philosophie, pourquoi la réserver à certaines sections ou pas. Mais bon, déjà il y a une amorce, on va dire, et effectivement, faudrait essayer de comprendre pourquoi il y a eu déjà ce recul et pourquoi là c'est si timide c'est si difficile de mobiliser les pouvoirs publics pour faire en sorte que, de manière naturelle et sans vraiment batailler pour que ça puisse se faire, il y ait l'inscripde de cet enseignement du code dans l'école. Surtout que finalement, il y a aussi, comme vous l'avez dit, il y a les bases qui sont dans Scratch, de ces petits blocs et tout ça, comment mettre une condition, une boucle, une affectation de variables et tout ça. Enfin, finalement, quand on commence à travailler un peu à maîtriser ces notions, on maîtrise peut-être pas 80% du code, mais on peut commencer à faire plein de choses différentes. Enfin, c'est ça aussi qui est excitant pour un enfant. Oui, c'est que ça stimule leur créativité et il y a beaucoup de choses qu'on peut... non seulement ça permet de comprendre, mais ça permet de créer. Donc, ça peut être un levier pour développer différentes compétences chez les enfants. D'accord. Eh ben, il y a des rendez-vous prochainement, des choses qui sont organisées. Comment est-ce que les gens peuvent se renseigner sur... Alors, Tralalaire a le site Code des Codes aussi. Je ne sais plus si c'est .net, mais ça je pourrais le dire après. Et il y a jeucode.org aussi, qui est en fait une plateforme où tous les informaticiens et informaticiennes se retrouvent pour pouvoir discuter autour de la pédagogie autour du code. Il y a les coding goûtés, il y a le site des coding goûtés, donc le site de Tralalaire. Et puis comme rendez-vous, donc il y a eu celui d'hier là, sur des meet-up qui sont un peu spontanés. Et après, il faudra. Enfin, je pense que les prochains coding goûtés, ils sont publiés sur le site des coding goûtés, mais les prochains rendez-vous, je n'ai pas encore de date où on va réfléchir à ces aspects de pédagogie et comment interpeller les pouvoirs publics. Et on sera peut-être amené à en reparler. Oui. En tout cas, ce sera avec plaisir parce que moi, c'est un sujet qui nous intéresse vraiment de très près. Et c'est le moment, quand même, du potager du web. Potager du web.
a déjà parlé de Game of Thrones, mais... Oui, on avait déjà fait un potager sur Game of Thrones en général, comment ça inspire le web, comment ça inspire les gens dans Minecraft. Là, t'as essayé de me refaire mettre la vidéo où les gens ont fait le continent de Westeros dans Minecraft. Bien, oui, mais on l'a déjà vu 5 fois. Ouais, mais elle est vachement bien. Bon, bah, allez voir si vous voulez, mais dans votre YouTube à vous, quoi. Westeros, Minecraft, tout ça, bref. Bon, là, on fait un focus sur la géographie. Non, mais c'est vrai, en plus, c'était en plein dans le sujet. Mais il y a un truc en particulier sur les cartes de Game of Thrones. Et ça se voit dès le générique d'entrée de la série qui a adapté des bouquins et qui consiste à survoler une carte, en gros. Là, c'est mort, j'ai la musique pour la semaine. Je vais continuer à chanter pendant que tu parles, d'accord? D'accord, vas-y. Voilà, donc le principe du générique, c'est qu'on survole le continent, les différents lieux dont on va parler dans l'épisode, et puis on voit, il y a ces engrenages magnifiques là qui font les différentes villes. Et en fait, ce qui est bien, alors outre le fait que c'est un très long générique pour une série, il fait quand même 1 minute 30, ce qui est énorme, il change légèrement à chaque épisode, et ça commence toujours pareil, et après, les dernières villes, en fait, c'est celles dont on va parler dans l'épisode en question. Donc c'est jamais exactement le même, et comme ça, on sait un petit peu vers quelle partie de l'intrigue on va s'orienter. Et ça a inspiré ces villes qui sortent de la carte comme ça a inspiré d'ailleurs un livre pop-up. Je voulais juste montrer à quoi ça ressemble parce que je trouve le principe absolument génial. C'est pas de la pub à mon avis, on le trouvera même pas en France. C'est juste trop beau. Voilà, donc il y a un truc avec cette série autour de la carte parce que dès le début, en fait, il y a une carte au début ou à la fin des bouquins, selon l'édition anglaise ou française. L'auteur George Martin a tenu à faire une carte très précise parce qu'il parle vraiment, il y a des stratégies, des armées qui avancent, qui doivent passer de ce côté-ci de la rivière ou non. Ils doivent la traverser, du coup, ils doivent négocier le passage de la rivière et tout. Donc c'est super important. Il y a des marais, les routes qui relient les villes, les forêts. Et il y a des noms pour vraiment chaque endroit. Et du coup, tous ces détails prolifiques, ça a inspiré les internautes. Et dès le début de la sortie du premier livre, ils ont commencé à faire des cartes amateurs. Parce que dans le livre, elles sont en noir et blanc. Voilà, donc j'ai fait une petite compile. Dans le livre, elles sont en noir et blanc. Et immédiatement, il y en a qui se sont lancés dans un travail de cartographe en reprenant les codes des vraies cartes, quoi. Les petits arbres pour faire les forêts, les montagnes, le relief... le tracé chacun sa carte des 7 royaumes et de Westeros. Ouais. C'est ça, avec différents styles graphiques, plus ou moins anciens, parchemins. Ça, c'est une carte très simplifiée, mais politique, où on voit bien quelle région appartient à quel lord. C'est vachement bien. Et alors, il y a le big boss en fait des internautes qui a fait les cartes, s'appelle Sir Mountain Goat, donc qu'on traduira par le seigneur chèvre des montagnes, qui a publié sur son site la carte amateur en fait la plus belle et la plus complète qu'on a jamais vue. C'est celle-là. Ah ouais. Donc ça, voilà. Et après, j'ai fait des petits zooms. Il y a un niveau de détail. En fait, on dirait une vraie, quoi. Je sais pas combien d'heures il y a passé, quel logiciel il a utilisé, mais c'est le graphisme est juste. Continent, là, ouais. Et il y a vraiment tout, et c'est complètement dingue. Après, donc il l'a envoyé à George Martin, il lui a dit bon bah voilà, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Si vous pouviez juste me dire 2 mots sur ce que vous en pensez. Et il lui a dit qu'il était bluffé. Enfin non, pas exactement. Il lui a dit c'est bien. Enfin avec les informations que vous avez à ce stade, vous pouviez pas faire mieux. Ce qui est quand même un énorme compliment de la part de George Martin. Réservé, disons, hein, pour le dire gentiment. Oui, mais qui aime beaucoup la communauté autour de Game of Thrones. Il est très proche. Et il est très proche de la communauté. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un qui s'épanche avec des petits smiley cœurs. Mais il y a cette rumeur, enfin, je crois qu'il est confirmé que il connaît un fan. En fait, il y a un fan tellement fan de Game of Thrones qu'il devient référent même pour George R.R. Martin. C'est ça. En fait, quand on lui pose une question pour la série, aux showrunners de la série, il dit franchement là je sais plus, faudrait que je recherche dans mes notes, mais demandez à mon fan référent, celui qui gère les forums de Game of Thrones, là, lui il saura vous dire, et le mec il sait que à la page 576 du 4e tome, le personnage dit ça. Et donc il lui a dit aussi ouais mais enfin t'as peut-être un peu bossé pour rien parce que moi je vais sortir une série de cartes officielles dans quelques mois. Mais bon, c'est pas grave, il est content quand même. Et alors le nec plus ultra en fait c'est les cartes interactives. Et là en la matière il y a HBO, donc la chaîne aux États-Unis qui diffuse Game of Thrones, qui s'est vraiment donné du mal sur son site officiel où ils ont fait une carte sur laquelle on peut zoomer et quand on zoome c'est
un petit peu joli parce qu'il y a des effets de relief. Et surtout, on peut cliquer sur les différents lieux et là, on a des petites étiquettes en pop-up qui nous montrent, qui nous rappellent l'histoire du lieu, qui nous mettent une photo et qui nous disent mais si tu sais, il y a 3 épisodes, il s'est passé ça à cet endroit. Et du coup, quand tu sors de ton épisode et que t'as rien compris, ça aide vachement quand même. Et alors, dans le genre carte interactive, on va au niveau encore au-dessus et là, on a la Bible en fait du fan Minecraft. Non, pardon. La Bible du fan de Game of Thrones, c'est un site fait par un fan qui s'appelle quartermaster.info et qui est à partir de la carte de la chèvre de la montagne, là, qui fait que on peut zoomer dessus et surtout on peut cocher le nom des personnages à droite. Alors c'est vachement bien parce que ça permet de suivre le déplacement des personnages. Et c'est vachement bien parce que c'est spoiler-proof. On choisit, soit on lit le livre, soit on regarde les épisodes. Et là, tu dis à quel chapitre du livre t'en es rendu ou quel est le dernier épisode de la série que t'as vu. Comme ça, t'es sûr qu'on va pas te spoiler quoi que ce soit. Et tu coches le déplacement des différents personnages. T'as la couleur qui correspond à la maison du personnage. Trop bien. Et tu vois où ils en sont en ce moment, comment ils ont avancé au fur et à mesure et tout. C'est génial. Et puis quand il meurt, t'as une petite tête de mort à la fin du trajet. Il s'est arrêté là. Ah bon, il y a des personnages qui meurent dans Game of Thrones? Bah écoute, un au début, un au milieu, de temps en temps quoi. Bref. Merci Camille. Si on avait eu le temps, on aurait parlé de Facebook Newswire. Ouais, parce que ces enflures, ils veulent nous piquer notre métier. Non, c'est bien. C'est ça. Oui, c'est vrai. Donc Facebook se prend pour des journalistes et ils disent « Hey, les rédactions du monde entier, si vous savez pas quoi écrire dans vos articles, parce qu'il se passe tellement peu de choses dans le monde, c'est vrai, des fois on s'ennuie, hein. Eh ben, vous avez qu'à aller sur Facebook et nous, on vous dira ce qui se passe dans le monde. La preuve, on le sait parce que tous les gens, ils racontent leur vie sur Facebook. Et donc, on a repéré les trucs qui buzzent en ce moment. Et les sujets d'actualité totalement brûlantes, en fait, on les regroupe sur cette page qui s'appelle Newswire et on les agrémente de photos et de vidéos postées par des internautes comme vous et moi, en mode public. Information algorithmée. Voilà, c'est ça. Et ensuite, vous avez un bouton embed, comme ça, vous le mettez sur votre site à vous en un clic et vous n'avez absolument rien foutu. Et vous avez une news pondue par Facebook qui est absolument passionnante. Donc, pour vous dire, je suis allée voir hier qu'est-ce qu'il y avait donc à la une, qu'est-ce qui se passait dans le monde sur Facebook Newswire. Alors, il y a une tornade au Kansas, il y a une tornade en Arkansas, et il y a une tornade au Missouri avec des vidéos de portables verticales. En voulez-vous, en voilà. Et c'est tout. D'accord. Merci Facebook. Bon, encore, ça veut dire qu'il y a encore un peu de boulot pour les journalistes pour quelques mois. Hein, c'est ça. Mais c'est la tradition aussi. On n'a que des traditions ici. On va finir par la rubrique à poil. Et donc cette semaine... C'est un cochon. C'est un cochon. T'en veux? Hey. Tu refiles une feuille. Le cochon qui commande, c'est génial quand même. Merci Sylvie d'être passée nous voir pour nous parler du code pour les enfants, sujet super important dont on ne parle jamais assez de toute façon. Donc on en reparlera un de ces quatre pour voir si ça avance, s'il y a des nouvelles choses de toute façon. Hein, ouais, d'abord, j'ai dit. Ouais, d'abord. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life et Libération.fr, bien sûr. Ciao.